d'abord, j'ai pas dit je suis social-démocrate, je le répète, c'est le titre de l'offre. boutade. Je dis je suis social et Ça, démocrate. c'est Ils clair. ont remplacé le et par un trait d'union et je redis, je vais pas leur faire un procès. D'accord. En revanche, si jamais, j'aime pas en fait, je me sens pas derrière un mot particulier. Mais si jamais il y a un oxymore que je dois reprendre, un oxymore apparent, pour moi, c'est ce que Jaurès formule en disant réformisme révolutionnaire. Ce qui me paraît beaucoup plus fécondant. C'est-à-dire, et je pense que je le suis vraiment dans la durée. Après, vous savez, chacun a des traits de personnalité différents, et à un moment, on choisit d'accentuer un trait de personnalité qui est déjà là en soi, quoi. Mais c'est quoi le Alors réformisme? expliquez-nous, c'est réformisme révolutionnaire, c'est antithétique. Mais non, Pas par ça tradition. n'est pas du tout. Bon, le réformisme, c'est quoi dans l'esprit de Jaurès? C'est se dire, on fait un premier pas dans une direction. Et ça, si le peuple arrive à être assez fort pour faire ce pas-là dans cette direction-là, eh bien, il va prendre confiance et conscience dans sa force et il pourra aller plus loin et ça va lui permettre de relever le nez vers l'horizon. Bon, je vais prendre un exemple évident aujourd'hui, c'est les retraites. Jaurès, à l'époque, en 1910, il me semble, vote la loi sur les retraites alors que c'est contre la CGT et contre plein de gens du mouvement socialiste qui considèrent que finalement, on va prendre de l'argent aux travailleurs qui vont mourir avant d'être à la retraite. Et Jaurès qui fait le pari en disant, mais non, ça va être une graine qu'on sème parce que demain, à partir de ça, on va étendre ça, et voilà, ça va nous ouvrir un horizon. Il y aura un déjà là. Voilà, il y aura un déjà là. Et moi, je pense que... Enfin, après, le bouquin s'intitule « Je vous écris du front de la Somme ». Et je suis puissamment, moi, habité par là d'où je viens. La Somme. 23 ans de journalisme en Picardie. Et c'est-à-dire qu'on prenne conscience de l'état de résignation du pays, des gens. Et donc, comment on sort les gens de la résignation. Donc, on peut prôner un horizon merveilleux, mais les gens, ils vont pas accrocher, ils vont pas réussir à nous suivre. Donc, si on veut, je considère qu'on est affaire comme à des malades en convalescence. Et si on leur dit, regardez, on va battre le record du saut en longueur, il n'y en a pas un qui va se lever du lit pour essayer. Tandis que si on l'aide, si on lui dit, bah voilà le premier pas dans lequel on va aller. Et puis si on réussit le premier pas, on va réussir le deuxième pas. Et puis si on réussit le deuxième pas, bah, peut-être qu'à un moment, on relèvera ensemble le nez vers l'horizon. Donc je pense que le réformisme révolutionnaire, il porte réformisme, ça veut dire ce premier pas, et révolutionnaire, c'est l'horizon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est en direct sur Twitch comme chaque semaine pour parler politique sur le plateau de Backseat. Bienvenue à celles et à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch, bienvenue à celles et à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube et aussi à celles et à ceux qui nous écoutent en podcast. Très heureux de vous retrouver chers amis dans cette deuxième partie d'émission. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le député insoumis François Ruffin. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. J'en prie, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Vous êtes député de la Somme depuis 2017. Vous êtes journaliste, essayiste, documentariste. On se souvient notamment de Merci Patron en 2016. Il y a eu aussi Debout les femmes pendant votre premier mandat en 2021. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Le temps d'apprendre à vivre, un essai sur la réforme des retraites qui est sorti récemment. Et vous avez été décrit en 2017 comme l'insoumis des insoumis. On se souvient, notamment sur ma chaîne, quand on regarde les séances à l'Assemblée, du François Ruffin, tonitruant à l'Assemblée nationale, un très haut niveau sonore, une manière d'incarner le mandat politique qui était la vôtre. Et puis, vous avez sorti ce livre à la fin de l'année dernière, qui s'appelle « Je vous écris du front de la Somme » aux éditions Les Liens qui libèrent, dans lequel vous proposez une analyse de l'élection présidentielle et du temps politique, et dans lequel vous proposez un moyen d'en sortir, une réflexion programmatique, intellectuelle sur l'état de la gauche, et dans lequel vous proposez une forme de virage, y compris dans votre manière à vous d'incarner votre mandat politique. Vous réclamez maintenant de la social-démocratie. Vous êtes SOSDEM. Non. La blague est allée trop loin. Non, c'est la couverture de l'Obs, je ne vais pas leur faire un procès, mais moi, ce que j'ai dit et ce que je dis aux socialistes depuis longtemps, c'est, vous savez, moi, je suis vraiment social et vraiment démocrate. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on est vraiment social, on ne fait pas la loi travail. La loi Quand on est vraiment social, on ne prône pas la modération salariale depuis 40 ans. Quand on est vraiment social, on ne fait pas des traités de libre-échange tous azimuts qui contribuent à faire partir les usines de chez moi en Slovaquie ou en Pologne. Quand on est vraiment démocrate,
on tient compte du vote des Français du 29 mai 2005, où ils ont dit à 55% non, et où 80% des ouvriers ont dit non. Mais donc, quand c'est non, c'est non. Donc, je pense que je suis vraiment social et vraiment démocrate. C'est que le PS ne l'est pas. Et j'aurais dit, le problème, ça fait 40 ans que vous ne l'êtes plus. En gros, moi, je situe ça à mars 1983. C'est un moment où tournant de la rigueur. Où s'ouvre, d'après le premier secrétaire du Parti socialiste de l'époque, Lionel Jospin, une parenthèse libérale, d'où on n'est toujours pas sorti. Mais donc, l'enjeu, en gros, c'est aujourd'hui de sortir le pays de cette parenthèse. Et on le voit bien aujourd'hui, par exemple, le pays est en tension sur cette question-là. On va en parler, ouais. Même ne serait-ce que ce qui se passe cet après-midi à l'Assemblée nationale, où il y a un vote pour la renationalisation d'EDF, et un vote pour le retour des tarifs réglementés avec les macronistes qui quittent l'hémicycle, c'est un symptôme d'un moment politique où, au fond, je pense que l'idéologie libérale, elle est morte. Concurrence, croissance, mondialisation, ce sont des mots qui dégoûtent les gens, qui ne leur font plus envie. Donc il y a un détachement de l'idéologie dominante. C'est Gramsci qui parle comme ça. Il n'y a pas de rattachement pour l'instant à autre chose. Mais, donc voilà le souci dans lequel on se trouve. Mais on a ce temps de détachement. Ça ne veut pas dire que le libéralisme est mort, parce que les forces sociales, elles ne reposent pas seulement sur les forces de l'esprit, sur des idées. Les idées, c'est comme une étoile qui est morte, mais qui continue à briller, vous voyez. Oui, j'ai l'idée. D'accord, ok, je l'ai. Mais en revanche, il y a des forces concrètes, il y a des forces matérielles, il y a des banques, il y a le MEDEF, il y a la Commission européenne, il peut y avoir un certain nombre d'institutions qui ont des intérêts à préserver la même direction. Donc là, il y a un combat qui est engagé sur comment on s'oriente pour la suite. Est-ce qu'il faut plus d'État, moins d'État? Est-ce que la concurrence doit dominer dans le rail, doit dominer dans la poste, doit dominer dans l'éducation? Ou bien c'est un autre chemin qui doit être trouvé? Chloé. Juste sur le vocable social-démocrate, en fait, moi, je m'interroge pourquoi choisir des termes déjà qui sont un peu dépassés et puis qui divisent aussi à gauche, plutôt que d'amener des termes nouveaux, comme par exemple écosocialisme. Alors, moi, d'abord, j'ai pas dit je suis social-démocrate, je le répète, c'est le titre de l'offre. J'ai dit je suis social et démocrate. Ils ont remplacé le et par un trait d'union, et je redis, je vais pas leur faire un procès, d'accord? En revanche, si jamais j'aime pas, en fait, je me sens pas derrière un mot particulier, mais si jamais il y a un oxymore que je dois reprendre, un oxymore apparent, pour moi, c'est ce que Jaurès formule en disant réformisme révolutionnaire. Ce qui me paraît beaucoup plus fécondant. C'est-à-dire, et je pense que je le suis vraiment dans la durée. Après, vous savez, chacun a des traits de personnalité différents, et à un moment, on choisit d'accentuer un trait de personnalité qui est déjà là en soi, quoi. Mais c'est quoi le Alors réformisme? expliquez-nous, c'est réformisme révolutionnaire, c'est antithétique. Mais non, ça n'est pas du tout. Bon, le réformisme, c'est quoi dans l'esprit de Jaurès? C'est se dire, on fait un premier pas dans une direction. Et si le peuple arrive à être assez fort pour faire ce pas-là dans cette direction-là, eh bien, il va prendre confiance et conscience dans sa force, et il pourra aller plus loin, et ça va lui permettre de relever le nez vers l'horizon. Bon, je vais prendre un exemple évident aujourd'hui, c'est les retraites. Jaurès, à l'époque, en 1910, il me semble, vote la loi sur les retraites, alors que c'est contre la CGT et contre plein de gens du mouvement socialiste qui considèrent que finalement, on va prendre de l'argent aux travailleurs qui vont mourir avant d'être à la retraite. Et Jaurès qui fait le pari en disant, mais non, ça va être une graine qu'on sème, parce que demain, à partir de ça, on va étendre ça, et voilà, ça va nous ouvrir un horizon. Il y aura un déjà là. Voilà, il y aura un déjà là. Et moi, je pense que, après, le bouquin s'intitule « Je vous écris du front de la Somme », et je suis puissamment, moi, habité par là d'où je viens. La Somme. 23 ans de journalisme en Picardie, et c'est-à-dire qu'on prenne conscience de l'état de résignation du pays, des gens. Et donc, comment on sort les gens de la résignation? Donc, on peut prôner un horizon merveilleux, mais les gens, ils ne vont pas accrocher, ils ne vont pas réussir à nous suivre. Donc, si on veut, je considère qu'on est affaire comme à des malades en convalescence, et si on leur dit, regardez, on va battre le record du saut en longueur, il n'y en a pas un qui va se lever du lit pour essayer. Tandis que si on l'aide, si on dit, voilà le premier pas dans lequel on va aller. Et puis si on réussit le premier pas, on va réussir le deuxième pas. Et puis si on réussit le deuxième pas, peut-être qu'à un moment, on relèvera ensemble le nez vers l'horizon. Donc je pense que le réformisme révolutionnaire, il porte réformisme, ça veut dire ce premier pas, et révolutionnaire, c'est l'horizon. Raphaël. Je parle trop vite, non? Non. Non, mais c'est le temps d'y gérer, mais c'est très intéressant. Je suis content que vous soyez revenu de vous-même sur cette notion de réformisme révolutionnaire, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont estimé que cette interview dans l'Obs, et après on va arrêter de parler de cette interview, ça datait de l'automne dernier, mais était pour moi l'une des plus abouties, l'une des interviews politiques les plus abouties
à la fois parce qu'elle dressait une vision, alors on est d'accord ou pas d'accord, et surtout cette méthode du réformisme révolutionnaire que je ne connaissais pas, que je trouvais très intéressant. Dans ce même article, ou plutôt dans le petit article à côté qui accompagnait votre interview, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas, et je pense que c'est pas très connu du très grand public en réalité, c'est que vous avez fait des études de lettres et surtout de linguistique. Comme toi. Oui, toi aussi, tu as fait des Oui, études c'est vrai, c'est vrai. Non, bah, Il a hésité. Je voulais pas tresser non plus le parallèle. Non, mais j'ai lu son bouquin et j'ai vu qu'il y avait des auteurs qui ont marqué nos parcours par des études communes. Donc, bah voilà, la team des C'est- linguistes qui se retrouve sur le plateau de Backseat, c'est magnifique. Non, mais tu as une question sur le c'est sujet. important parce que, et vous venez le mentionner, et vous le dites dans l'interview dans l'Obs, si on dit aux gens, voilà l'horizon, ils n'y croient plus. Et moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on mène encore le combat politique dans un moment où les mots ont totalement perdu leur sens? Tu penses à quoi? Le mot justice, par exemple. Voilà un mot magnifique. Bah, Et il est les prôné mots, ils par n'ont pas de Elisabeth sens, Borne. ils ont des emplois. J'en viens. C'est un mot magnifique qui est porté historiquement par la gauche. Ouais. Quand on a une première ministre qui vient présenter comme premier argument cette réforme des retraites qu'on suit de la justice, le mot justice est totalement affadi, il perd sa signification. Et donc la question c'est, comment est-ce que vous, en tant qu'homme politique, en tant que député, qui en plus a une tribune à l'Assemblée nationale, comment vous portez ce combat politique par le langage? Alors, d'abord, donner un exemple de renversement des mots et de l'usage de la linguistique. Quand je parle de réforme, par exemple, réforme, dans les années 70, c'était un mot de gauche. Enfin, jusque dans les années 70, c'était un mot de gauche. C'est parce que c'était aller dans le sens du progrès et aller dans le sens du progrès social. Et quand la CGT, puisque j'ai étudié le langage syndical aussi, quand la CGT parlait des réformes de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, il parlait de contre-réforme. Et en fait, les forces libérales ont réussi à prendre le mot réforme et en faire un truc qui va dans leur sens et qui fait que maintenant, quand on parle de réforme, ça dégoûte tout le monde. Alors qu'au départ, c'était un mot à nous. Évidemment, quand j'entends Elisabeth Borne parler de justice, mais en fait, c'est tous les jours sur le travail, sur la valeur travail, sur des tas de trucs comme ça, où on voit qu'ils prennent des mots et qu'ils les volent. Je veux dire, qui ne pense pas à Orwell 1984 avec... Et plus encore, pardon de vous couper, Orwell a écrit un court texte qui s'appelle Politics on the English Language, je ne sais pas si ça a été traduit, moi je l'avais lu en anglais, qui avait une thèse très intéressante. Il faisait le parallèle entre la déliquescence de la classe politique anglaise et la déliquescence du langage. Et lui disait, la façon de reconquérir du terrain politique, c'était de reconquérir le langage. Donc, plus encore que 1984, cet essai-là, je trouve... Je n'ai pas lu, donc bon. Non, mais je vais pas faire semblant. Mais voilà. Et donc, comment vous faites, vous Il est évident que ça suscite d'abord une forme de colère, et malheureusement, quand on dit langue de bois, c'est encore trop faible. Parce que je considère que le bois, c'est une matière qui est dure, tu peux t'y frotter. Attention, parce que là, ça s'entend dans le micro, je pense que c'est pour ça les gens entendent très bien. Je pense que ça fait des effets sonores et Oh, oui. ça fait participer tout le monde. Voilà. Et là, moi, j'appelle ça la langue de coton. Ouais. Et tu as l'impression d'avoir l'éther dedans, et en fait, c'est fait pour t'endormir. Et donc, c'est comment on reste aux aguets pour contrer cette langue-là. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus triste pour moi de ma vie dans l'hémicycle. Je ne m'attendais pas à gagner des choses, si tu veux, en allant dans l'hémicycle en 2017. C'est pas le sujet. Je savais que j'allais perdre politiquement. Mais je m'attendais à des batailles rhétoriques, à des arguments, des contre-arguments. Et là... Et c'est pas ce qu'il y a. Bah non, il n'y a rien. Enfin, moi, je trouve ça... Je dis ça, mais vous avez quand même prononcé... Bon. Vous avez prononcé à la tribune de l'Assemblée, après je donnerai la parole à Usul qui a une question aussi, mais vous avez prononcé un discours contre la réforme des retraites et vous avez utilisé « vous faites pitié » en parlant à la majorité. Ça a fait, je trouve, beaucoup écho. Beaucoup d'internautes, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit « waouh, putain, ça c'est un discours qui fera date dans ce débat ». Là, sur la réforme des retraites. Comment vous est venue cette idée de faire ce discours? Le moment où vous dites ces 4 vérités au gouvernement et à sa majorité, comment vous vous dites on va arriver à ça? En fait, il s'agit de voir que pour moi, il y a une immense tension entre la médiocrité de la réforme qui est proposée, qui consiste quand même à l'arrivée, d'après la Direction générale du Trésor, à aller économiser 0,1 point de PIB. Ouais, c'est d'une nullité absolue, qui contraste avec le moment tragique dans lequel nous vivons, et qui réclame pour moi de la grandeur. Le moment tragique, c'est quoi? C'est des Français qui sortent de la crise Covid, de la guerre en Ukraine, qui sont usés, qui sont exténués. C'est les factures qu'on se demande comment on va payer. Donc, il y a ça. Il y a, vous regardez, je ne veux pas faire un état apocalyptique du pays, mais quand vous avez en même temps
l'école qui recrute en job dating, pilier de la République, l'hôpital, pilier de l'État social, qui est en lambeaux, moi chez moi à Abbeville, avec des grandes difficultés à recruter des infirmières, quand vous avez les réacteurs qu'on n'est pas foutu de réparer parce qu'il faut aller faire appel à des soudeurs américains ou canadiens, quand vous avez les trains qui ne circulent pas par manque de conducteurs, bon, c'est quand même... quand il y a une pénurie de médicaments dans les pharmacies, je ne veux pas en brosser un tableau économique, mais on a quand même quelques petits sujets à résoudre avant d'aller se bagarrer, se diviser, s'acharner sur la réforme des retraites. Et je dis, pour moi, l'enjeu majeur, mais ça paraît quand même être évident, c'est affronter le choc climatique. Affronter le choc climatique, ça demande une transformation de la société. Ça demande qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire pour les déplacements, qu'est-ce qu'on va faire pour l'industrie. Ça demande d'embarquer le pays. Et je dis la totalité du pays. Je viens pour parler de la France. Ça demande de l'embarquer, y compris les gens de droite, et y compris les entrepreneurs. Ça demande d'embarquer tout le monde dans une direction par une forme d'enthousiasme, par une forme d'envie, par une forme d'appétit. Et quand on contraste avec ça, ce qu'on te propose dans cette sortie du tunnel où en fait, on ne sort pas, c'est un truc aussi médiocre que la réforme des retraites, qui est d'une banalité affligeante. Je veux dire, c'est du sous-Balladur, c'est du sous-François Fillon, c'est effrayant de nullité. En fait, je me dis, à ce moment-là, autant les traiter par une forme de mépris. Et évidemment, l'expression qui vient, c'est « vous faites pitié ». Non, mais il y a un renversement. Voilà, donc... Olivier Dussopt, il me fait vraiment pitié, même quand je le vois, quoi. Il y a un truc, il dort fait de pas la beaucoup peine, en quoi. ce moment. Ouais. Alors, t'es le tribun aussi du retour au réel. Vous vous tutoyez parce que vous vous connaissez. Parce qu'on s'est déjà vu. Et puis de gauche, on se tutoie. C'est une tradition. On se donne du camarade, voilà. Mais j'avais fait il y a pas longtemps un travail sur l'abbé Pierre et je t'avais mentionné en disant que tu avais une technique d'interpellation qui y ressemblait, c'est-à-dire que tu ramenais des cas concrets. C'était, voilà, là je suis avec Karine, elle est gilet jaune chez Amazon, elle touche 360 €, machin, et tu remets le réel devant des politiques qui sont dans leurs abstractions comptables, dans leurs grandes manœuvres idéologiques, et tu les réimpliques dans la politique. Et tu as essayé beaucoup de choses parce que c'est ça ton combat, les réimpliquer dans la politique, leur refaire croire à autre chose. Et tu as essayé beaucoup de choses. Il y a eu des trucs qui ont marché, il y a eu des trucs qui n'ont pas marché. Je sais plus, la manif pot-au-feu qui avait plus ou moins pris. Il y a des trucs. Ouais, ça avait marché, la manif pot-au-feu, non? C'était ouais la fête à Macron, non? C'était la suite, je me souviens plus. Oui, mais tu vois, bon, il n'y a pas eu de trucs qui étaient... voilà. Il y a même eu des karaokés avec Shirley et Dino, j'ai vu ça dans le point. C'était super moment. Supermarché. Je mobilise Beaucoup un peu de d'inventivité. secours. Il y a des textes, il y a des films. Qu'est-ce qui a le mieux marché, selon toi, dans ta méthode, dans tout ce que tu as pu expérimenter pour remobiliser les gens dans la politique? Bon, d'abord, dire qu'il y a deux mots qui, je pense, font en fait une certaine constance dans mon parcours, même si ça ne se voit pas trop. Il y a un représentant de la nation et de la partie la plus invisible de la nation. Je considère, ça fait que 23 ans que je fais ce travail-là. À Fakir, j'ai rendu visible dans les colonnes du journal les plus invisibles de la nation. Quand j'étais à la base, si j'y suis, l'émission de radio sur France Inter, je fais de même. Dans mes films, je fais de même, de manière représentée quasiment de manière picturale. Et à la tribune de l'Assemblée nationale, je viens aussi représenter la nation. Et il y a une deuxième fonction, qui est un mot que j'aime beaucoup, c'est animer. Animer, ça veut dire réveiller les âmes. Et ce que je disais tout à l'heure sur la résignation. Je sais que, je le dis pendant ma campagne électorale, je disais, mon adversaire, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et c'est comment on fait, c'est ce qui est notre pire ennemi, c'est quand on rencontre notre voisin, comment on fait pour le sortir du c'est comme ça. Le c'est comme ça, c'est une tautologie, le ça renvoie au ça, on est enfermé là-dedans. Et donc c'est aussi le piège, ça y est, je dérive, mais c'est aussi le piège du réel. C'est-à-dire que quand la réalité ne renvoie qu'à la réalité, et on est piégé là-dedans. Et donc, il faut trouver des issues de secours pour ranimer les gens. Et donc, en effet, j'essaye tout. Moi, il y a des fois, ça va. Et bon, je pense que le film, par exemple, je veux dire, l'image est un outil populaire aujourd'hui, plus que l'écriture. Je sais que quand je fais un livre, c'est pas un outil populaire. C'est un outil d'interpellation d'un certain champ, mais c'est pas un outil qui est directement populaire. Un petit complément à ce que je disais avant. Et mine de rien, donc ce que tu dis aussi, c'est que c'est très dur de faire sortir les gens du réel en leur promettant un horizon, parce que déjà, soit ils croient pas à l'horizon, il paraît trop lointain, etc. Ceci dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui sont en train de bouger dans le rapport des gens au travail, à la cause écologique? C'est-à-dire que cet imaginaire est en train de se construire, est en train de se cristalliser autour d'un certain nombre de choses. Est-ce que tu l'observes, ça? Je crois qu'on a, mais depuis longtemps, dans la durée, on a comme un geyser d'énergie sous nos pieds. Ouais. Il y a un désir d'autre chose. Dans le pays, il y a un profond désir d'autre chose. Mais c'est comme si les gens ils mettaient une carapace sur leur cœur et qu'ils n'osaient pas croire que cette autre chose soit possible. Alors, on peut le voir dans des grands
moment politique, je disais le 29 mai 2005, qui est une aspiration à autre chose que la concurrence libre et non faussée. On peut le voir dans Nuit debout, quelque part, qui était pour la classe urbaine de centre-ville, éduquée, une aspiration à autre chose. On peut le voir, l'aspiration à une autre chose métaphysique, pour moi, dans le mouvement des Gilets jaunes aussi. Mais il y a des signes infrapolitiques qui me paraissent vachement intéressants. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez qu'il faut accélérer ou ralentir ? Il y a les 2 tiers des Français qui disent il faut ralentir. Ouais. Et c'est très, très minoritaire. Alors que Macron, son maître mot, c'est accélération, accélération, accélération. Donc on a un système qui va accélérer. Quand on demande aux Français, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez comme maison ? La maison high-tech, avec tous les objets connectés, ça vient en tout dernier. Ce qu'ils veulent, c'est un cocon familial avec un jardin. Donc l'aspiration, elle est profondément là. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez qu'on va sortir de la crise climatique par des changements technologiques ou par des changements dans la société, très massivement, ils répondent par des changements dans la société. Donc je pense qu'on a puissamment sous les pieds un désir d'autre chose qui peine à se cristalliser, qui peine à s'incarner. Chloé. Alors, dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme des retraites, on n'a jamais autant parlé de travail en France. Vous dites souvent dans vos interventions d'ailleurs, vous parlez de la pénibilité de ce travail, parce que la raison pour laquelle les gens sortent aussi massivement dans la rue, c'est que en fait, leur travail est pénible et qu'ils ne peuvent pas prendre 2 ans de plus. Et vous mentionnez notamment que depuis les années 80, en dépit notamment de l'arrivée du numérique, etc., la pénibilité physique et psychologique du travail a augmenté. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le débat. Et puis une autre chose est présente dans le débat, c'est la place du travail dans la vie, le rapport au travail. Est-ce que c'est aussi important qu'avant, etc. Moi, ce sur quoi je voudrais vous interpeller, c'est sur cette espèce de débat qui s'est inauguré à gauche, notamment à partir de la rentrée dernière, sur la gauche du travail versus la gauche des allocs, la gauche n'aime pas la valeur travail, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous pouvez réconcilier et comment dire, ces visions et essayer de solder ce débat, et comment ? Mais je pense que ça fait 6 mois que je le fais, et je pense que je l'ai fait en particulier dans ma DG, dans mon discours. DG, ça veut dire... Discussion générale. Voilà, discussion générale. En live sur la lundi chaîne. soir sur les retraites. En disant... Pardon ? En live sur la chaîne Twitch de Jean Massier, mais ça les gens le savent. Voilà. Mais c'est-à-dire que pour moi, le droit à la paresse ne s'oppose pas à la valeur travail. Au contraire, les deux se conjuguent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire à la fois de dignité du travail, de gagner sa vie en travaillant et d'en être fier, et en même temps de libérer des temps hors travail. C'est-à-dire, c'est la fin du travail des enfants, c'est le congé maternité, c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, c'est les congés payés, c'est la retraite, et enfin la retraite à 60 ans. Et donc, c'est les deux qui sont conjugués. Alors, j'ai eu cette formule en disant que finalement, c'était le droit au repos, le droit à la l'oisiveté conjugué avec le droit au travail qui faisait ce bel et éternel enfant qui est le bonheur. Parce que je pense que, de la même manière que ici, vous êtes fiers de votre travail. Je veux dire, moi, j'ai fait des tas d'entretiens depuis 23 ans. Les gens, ils aiment leur métier. Ils n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur métier. Et c'est vrai, par exemple, même dans des métiers comme caissière. Tu vois, on se dit, caissière, s'il y a des caisses automatiques, c'est pas grave. Mais en fait, les caissières qui ont une mémoire de leur travail, elles se souviennent du moment où elles rencontrent leurs collègues le matin, elles ont un moment de discussion, et puis avant, il y avait une liberté de parler d'une caisse à l'autre, de parler avec les clients. Ce qu'elles n'ont pas enfermé, c'est quand on leur a demandé de faire du spam. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Spam plus. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Est-ce que vous voulez la carte de fidélité ? D'être auxiliaire d'une machine qui... Mais voilà, donc finalement, c'est déjà transformer les humains en robots, et après, tu as moins de mal à mettre des robots à leur place. Et donc là, c'est pas seulement les robots, c'est les méthodes de management qui sont perfectionnées. En fait, il y a eu une grosse crise du travail dans les années 70 où on s'est demandé comment les gens allaient continuer à accepter la violence du travail. Il y avait eu mai 68, ça avait pété. Donc, on a réfléchi à comment contourner ça, comment dominer plus doucement. Et ça a donné le management tel qu'il est maintenant, qui ne dit pas son nom, mais qui, mine de rien, mesure, met en compétition au lieu d'avoir des injonctions directes. Et ça a eu un effet où les gens eux-mêmes, leur travail a été rendu beaucoup plus pénible comme ça. Ils sont toujours mesurés, toujours notés, etc. Raphaël. Je voulais revenir sur ce que vous racontiez tout à l'heure, sur l'aspiration à un monde nouveau et peut-être se projeter dans la suite. Il y a un laboratoire d'idées qui s'appelle Destin commun, qui est très intéressant parce qu'il clusterise la société française sur des critères non socio-démographiques, mais par groupe de gens homogènes en termes de vision du monde et des valeurs. Il y a plein de groupes. C'est Cluster 17, c'est ça? Oui. Alors, c'est le même c'est système, ouais. c'est un autre institut. Un peu Ah, ok, différent. ils font. Pourquoi d'accord. j'en parle? Parce qu'il y a des groupes, les identitaires, il y a des libéraux optimistes, il y a un groupe
où ils ont montré qui est déterminant pour gagner le pouvoir, ça s'appelle les attentionnistes, C'est quoi ça? qui votent successivement à droite, à gauche. Ce sont des gens qui sont attachés, au fond, à ne pas trop perdre sur leur confort et qui sont attachés aux gens qui sont sérieux. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez une rhétorique qui est très intéressante et sur laquelle j'aimerais bien vous entendre. Vous dites souvent « nous sommes les modérés ». Le sérieux a changé de camp. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est un peu contre-intuitif, et surtout, comment est-ce que ça va s'inscrire dans des signes? Là, je reprends ma casquette de sémiologue. Comment est-ce qu'on va pouvoir le voir? Comment est-ce qu'on va réussir à décoller cette étiquette que la droite et que le gouvernement essaie de vous apposer, à savoir, vous êtes la gauche qui bordélise le pays? Vous êtes l'extrême gauche même. D'abord, dire à quel point ce sont des extrémistes. Ce sont des extrémistes quand, aujourd'hui, sur la réforme des retraites, il y a 7 Français sur 10 qui disent non avec constance, quand il y a 9 salariés sur 10 qui disent non, quand tous les syndicats sont unis pour dire non, quand tu as des chefs d'entreprise qui disent c'est une bêtise dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, chez les artisans, quand tu as tout ça et que tu décides de quand même passer par-dessus le corps social pour faire ça, je suis désolé, je ne vois pas comment appeler ça autrement que c'est un comportement d'extrémiste. Mais je prends un autre... là, apparemment, ils veulent nous remettre le traité Mercosur, de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Ça y est, ça revient. Donc, moi, je veux dire, pour moi... Macron s'y était opposé au nom de la lutte pour le climat. Voilà. Mais pour moi, c'est se dire qu'à l'échelle de la planète tout entière, on doit avoir une libre circulation des capitaux et des marchandises, c'est un projet qui est démiurgique, utopique... Et pas sérieux. Et extrémiste, par les conséquences sociales et climatiques que ça a. Et venir dire, moi, qu'est-ce que je prône? Parce que je suis en faveur de taxes frontières, de barrières douanières, de quotas de portation depuis très longtemps. Hein. Mais venir dire, il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Quels sont les produits sur lesquels on estime qu'il faudrait une régulation? Sur le médicament, je pense que c'est prioritaire. Et donc là-dessus, oui, il faut une régulation du marché. Je veux dire qu'au fond, profondément, je pense que les pragmatiques, c'est nous, et les dogmatiques, ce sont eux. Il y a un certain fanatisme de la concurrence en face. Alors, la difficulté, même, regardez, Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices, paye 0 € d'impôt sur les sociétés. C'est quand même d'une aberration infinie. Ça fait tomber les bras. Et on a un Bruno Le Maire qui est supposé être la police économique et qui est supposé être là pour nous protéger, qui dit non mais c'est très bien, on ne va pas leur demander, ils vont nous faire une ristourne sur l'essence, ils vont nous donner l'aumône et ça sera très bien comme ça. La difficulté dans laquelle on se trouve du coup, c'est qu'au fond, je pense profondément que je suis modéré. Je vous ai dit cette histoire de premier pas. Moi, je ne dis pas on va raser Total, je ne dis pas Pouyanné, on va lui faire cracher tous ses euros. Enfin, vous voyez. Mais on a une situation qui est tellement installée dans l'indécence, dans une espèce de folie. D'ailleurs, c'est Macron qui parlait de folie au moment de la crise Covid. Il y a eu des éclairs de lucidité, là. Il disait « Déléguer notre protection, notre santé à d'autres est une folie ». Et pourtant, c'est ce qu'il est en train de... Il avait raison à ce moment-là. Oui, je pense qu'on a eu un Macron de gauche pendant 1 minute 30 à un moment. Et c'était Nicolas Sarkozy qui avait fait pareil au moment de la crise des subprimes en 2008. Folie, c'est pareil. Ouais, mais, du pour coup, réformer le là, ça y est, capitalisme et tout, moraliser le capitalisme. Je ne veux pas partir dans des trucs, mais en même temps, quand ils disent folie, c'est se refuser à analyser la nature du système pour le transformer. Parce que si tu considères que c'est juste irrationnel, tu ne comprends pas quelles sont les forces qui ont un intérêt très rationnel à cet ordre du monde. Mais donc, juste, on se trouve dans cette tension entre une folie, prenons-le comme ça, mais en tout cas, une injustice qui est complètement majeure, acceptée par l'ordre gouvernemental, par l'ordre médiatique, en gros, bien souvent, par l'ordre économique. Et c'est comment, du coup, faire part de ton désir de modérer ça, parce que c'est-à-dire de rétablir les plateaux de la balance, il s'agit de se dire qu'on doit pouvoir produire ici, enfin, c'est comment tu veux modérer ça, et face à ça, dire cette modération avec modération. Pour moi, c'est très compliqué. Et je parlais de l'abbé Pierre tout à l'heure, mais ça me fait penser à la figure de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, quelles étaient ses demandes? Que les gens puissent vivre dignement, que les gens puissent se loger dignement, mais que quand tu entends les paroles de l'abbé Pierre, en fond, il est traversé par une certaine force de violence verbale dans sa manière d'interpeller les lentilles en disant « Mais quoi, vous êtes en train de vous gaver pendant que les gens dorment à la rue ?» Et il le fait avec ardeur, tu vois. Et donc, au fond, aujourd'hui, comment porter un programme qui, je le pense sincèrement, vient modérer la folie, l'hubris,
Tu vois, le mot juste, ça y est. Mais le mot juste, c'est la démesure. On a une classe dirigeante qui est dans la démesure. Bon, comment modérer cette démesure en réussissant à le dire avec calme et avec modération? Je dois dire que j'y parviens pas toujours, quoi. Chloé. Sur la question de la démesure, ça me permet de faire allusion à un de vos intérêts. Vous avez publié il y a quelques années un livre qui s'appelait Leur progrès et le nôtre, sur la question de la démesure technologique. Et cette contradiction, enfin cette aberration qui fait que ce qui change le plus nos vies, c'est-à-dire c'est ce dont on discute le moins dans un cadre démocratique. Et à l'Assemblée nationale, on discute beaucoup, mais ça aura toujours moins d'impact sur nos vies que les innovations qui nous viennent de la Silicon Valley. Alors comment est-ce qu'on régule cette démurgie-là, cette hubris-là? Comment est-ce qu'il serait possible de démocratiser le progrès technique? Parce que ça a des impacts énormes sur l'écologie, sur la société, etc. Alors, d'abord, dans le monde du travail. C'est-à-dire que à partir du moment où une technologie est disponible, type caisse automatique ou dans la logistique, les casques qu'on met sur les oreilles et qui font que c'est aux salariés de décider s'ils veulent ou pas de cette technologie. Donc ça suppose de faire entrer la démocratie à l'intérieur de l'entreprise. C'est Jean Jaurès qui disait la Révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais elle les a laissés serfs dans l'entreprise. Bon, donc et là, l'idée de faire entrer la démocratie dans l'entreprise, à la fois sur la répartition de la valeur ajoutée, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on utilise cet argent pour investir ou bien est-ce qu'on le distribue au capital, enfin, bon, ça c'est une question. Mais l'autre question, c'est s'il y a des caisses automatiques à mettre, eh ben, la parole doit être donnée pas seulement au capital qui décide si ça va lui être rentable ou pas, mais au salarié qui se dit est-ce que ça va être mis en faveur de mon travail? Est-ce que ça va être mis en faveur de m'aider à l'émancipation? Ou au contraire, est-ce que ça va être un obstacle à mon essence? Bon, c'est pas grave. Mon On a compris, émancipation. on a compris. Vous êtes fatigué, François Ruffin, vous me l'avez dit avant, parce que c'est fatigant en ce moment, votre actualité. Ouais. Entre l'Assemblée, le mouvement, Mais etc. voilà, donc Continuez. ça, c'est un premier point. Et ensuite, je viens sur la question du téléphone portable. Ouais. Et j'en viens, je suis venu avec mon graphique, vous me connaissez. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Non, C'est quoi ce graphique? Ce graphique, c'est le chiffre. Oh, je l'ai dans le bon sens, oui, c'est dans le bon sens. C'est le déficit commercial de la France. Parce que là, on parle des 12 milliards d'euros possibles qu'on va avoir avec les retraites. Et donc, il s'agit de lutter contre ces 12 milliards d'euros. Le déficit commercial qui est tombé hier, c'est 164 milliards d'euros de déficit commercial. C'est-à-dire, c'est un gouffre gigantesque. On importe beaucoup plus. On ça veut importe. dire, on le dit pour les gens. Alors, j'ai lu un bouquin. Ça veut dire Je qu'on peux avoir- importe beaucoup plus qu'on exporte. Ça veut dire que concrètement, on a de la valeur qui fuit. Voilà. Et donc, j'ai lu un bouquin que je me permets de vous recommander. Alors, les copains, ils se moquent de moi parce que je recommande tout le temps. C'est un bouquin de Benjamin Brice qui s'appelle La sobriété gagnante, qui est vraiment formidable. Parce qu'au fond, il part de cette question du déficit commercial chronique de la France et que Macron n'a fait qu'aggraver. Alors, pour dire, il y a la crise de l'énergie, et ça fait 40 ans, en fin de compte, qu'on résout la question du déficit commercial, en fait, qu'on ne le résout pas en disant il faut être compétitif. Et au nom de la compétitivité, il s'agit de raboter les droits à la retraite, raboter les droits au chômage, raboter les salaires, faire de la modération. Et il s'agit en fait d'avoir une économie sous perfusion. C'est 160 milliards d'euros d'aide aux entreprises, mais c'est au fond le chômage avec les gens qui se font virer des industries qui se retrouvent au chômage. C'est aujourd'hui la prime d'activité qui font qu'on a des salaires sous subvention, vous voyez. Mais même c'est l'agriculture qui est sous subvention, donc on a en fait une économie sous subvention. Et ce que propose Benjamin Brice, et je pense que c'est tout à fait pertinent, c'est de renverser les choses et se dire l'objectif, ça ne doit pas être d'exporter au maximum, mais ça doit être d'importer le moins possible. Alors évidemment, en ayant des choses qu'on reproduit en France, mais par exemple, le téléphone portable, on ne va pas être fichu de le reproduire tout de suite en France. Donc ça veut dire que, par exemple, sur ça, c'est demander comment on fait pour en importer le moins possible. Donc comment on fait pour réparer à la place d'acheter de nouveau? Comment on fait pour que ça soit tous les 2 ans ou tous les 2-3 ans qu'on achète? Et je dis que c'est un enjeu, parce que là, on lit 2 causes. On lit la cause de la souveraineté nationale avec moins de déficit, mais évidemment, ça a un enjeu aussi qui est que c'est une moindre consommation, et donc c'est résoudre en partie aussi la question écologique. En plus, la question sur la technologie fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les travailleuses du porno, sur les livreurs Deliveroo. C'est une super émission, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, moi, si j'étais vous, je financerais. Voilà, youti.io/Jean Massier, participer au financement de Backseat. On arrive sur les toutes dernières questions. Usul. D'accord. Tu parlais tout à l'heure du fait que les travailleurs pourraient regagner en effet du pouvoir dans l'entreprise. Il y a des pays dans lesquels les travailleurs ont un peu plus de pouvoir, ont un peu des contre-pouvoirs. Nous, on les a sapés vraiment, ces contre-pouvoirs dans l'entreprise.
Et que ça, du coup, ça changerait. Il pourrait dire, je n'accepte pas qu'on me donne les chiffres dans l'oreille dans l'entrepôt Amazon, etc. Est-ce que c'est pas le moment aussi de réfléchir avec la CGT, avec les syndicats, maintenant qu'on voit qu'il y a presque un retour en grâce dans l'opinion de ces grandes structures syndicales, de proposer un plan, j'ai envie de dire, vigoureux et déterminé pour dire ça, c'est fini. Si nous, on fait une grande réforme de comment on pense le travail aujourd'hui avec les interrogations qui sont en train d'avoir les Français de toute façon, hop, on a un plan, nous, ça, il faut plus, ça, il faut salarier les livreurs Deliveroo, il faut faire ça, et nous, on ferait ça si on était au pouvoir, un programme qui soit franc et, pourquoi pas, co-construit avec les syndicats. Oui, avec toujours cette question de à quoi les Français vont croire. Tu vois, cette question du premier pas qui fait qu'ils se disent pas, bon, bah, ils sont en train encore de nous vendre du vent. Le programme commun, il n'était pas. Il y a des Français qui. Mais je pense que. Faut installer les idées. Je pense que les expériences répétées, en particulier de la gauche au pouvoir, ont fait baisser le niveau d'espérance et ont fait élever le niveau de cynisme ou de méfiance, au moins. Oui. Tu vois. Mais là, ça rendrait concret le truc parce que là, on est toujours sur les grands débats au matin de France Culture. Il faut repenser le travail, machin, mais il n'y a jamais de truc concret. Concrètement, puisque tu parles de Deliveroo, je veux dire, moi, je salue la victoire de ma collègue Leïla Chebbi au Parlement européen. Concret. Ben oui, c'est du concret. C'est de dire que maintenant, il y a les livreurs Uber, Deliveroo et compagnie. Il y a une présomption de salariat. Ça veut dire qu'il y a à payer des droits au chômage, il y a des droits à la retraite, il y a des droits à la sécurité sociale, dont tout ça, ils étaient exclus auparavant. Et il faut signaler ce qui se passe quand même, qui est pour moi un espèce de renversement. C'est que c'est par l'Union européenne, là, que vient un progrès social auquel s'oppose... Par un commissaire social-démocrate, je le sais. Oui, mais auquel s'oppose de toutes ses forces. Borne, quand elle était ministre du Travail, maintenant Borne, Premier ministre, et Emmanuel Macron en une espèce de lobbyiste des plateformes. Donc on est à front renversé, parce que jusqu'à maintenant on disait c'est l'Union européenne qui bloque le progrès social. Là on est dans une Europe où c'est la France qui devient force bloquante de possibles progrès. Dernière question, François Ruffin. Les personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, il y en a peut-être qui ont été convaincus par vos propos, qui se sont dit c'est vachement bien ce qu'il dit. Moi j'aimerais bien qu'il soit utile au pays, etc. La politique française est ainsi faite que la prochaine fois qu'on pourra prendre un virage concret en politique, ce sera en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Vous leur dites adhérer à la France insoumise? Moi, je leur dis, je pense que la démocratie, tu vois, je pense que tous les jours, elle se défend. Quand on fait pas quelque chose, c'est le pouvoir qui gagne et qui vient éroder la démocratie. Donc, si jamais ils doivent adhérer à un parti, c'est une solution. Mais je veux dire, défendre son collègue au boulot, c'est faire vivre la démocratie. Et voter pour vous en 2027? Distribuer un tract, aller à la manif de samedi. Je veux dire, non mais alors après, je vais pas répondre à ta question, tu le sais bien. J'ai bien compris. Je croyais qu'on valait mieux que ça, Jean. Mais il fallait que je la pose. Non, puisqu'on est dans un conflit social, dire que les conflits sociaux, traditionnellement, ils ont des débouchés politiques. Pour moi, mai 81, c'est le rebond politique de mai 68. 97, c'est le rebond, donc la gauche plurielle, Jospin, c'est le rebond de décembre 95. 2012, c'est Sarko, on l'a pas eu sur les retraites en 2010, eh ben on prend notre revanche dans les urnes. Donc il est évident pour moi que dès aujourd'hui, il faut poser que à ce vaste mouvement social qui est dans le pays et à ce désir d'autre chose qui est encore plus ample, il faut dire que nous devons construire un débouché politique à ça. La situation compliquée dans laquelle on se trouve, je termine parce que je vois que tu es pressé qu'on en finisse, mais la situation compliquée dans laquelle on se trouve, c'est quand même que auparavant, disons que le débouché politique, il était automatiquement à gauche. Et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il s'agit de dire qu'il y a un débouché politique pour des gens qui, possiblement, vont être dans la résignation, mais qu'en plus, le débouché politique, il est bien du côté de forces progressistes et pas du côté de l'extrême droite, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de langue de bois en tapant sur le bureau. Je précise que ce bureau en bois a été financé par vous. N'hésitez pas, t'as vu le lien? N'hésitez pas à participer, vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à financer, vous aussi, l'émission Backseat, comme tout le reste de l'émission. N'hésitez pas à participer à son financement. Vous avez parlé de langue de coton également. Vous pouvez acheter un magnifique t-shirt, un magnifique sweat en coton. Incroyable! Merci beaucoup à vous, chers amis. Sans plus tarder, on va passer à la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Oh, merde. Le quiz à la con, comme chaque semaine, chers amis, nous allons jouer. Vous allez jouer aussi chez vous. 4 questions
4 propositions de réponse. À chaque fois, vous me dites, selon vous, quelle est la bonne réponse A, B, C ou D. Et vous, chez vous, vous votez selon vous la bonne réponse en participant au sondage qui est directement dans le chat. François Ruffin, vous jouez avec nous. C'est très simple, vous allez C'est comprendre. génial. Première question. C'est Chloé génial. est méga Ah, fan. fan. J'adore. Première question de ce quiz à la con. Je crois qu'il y a une image. À votre avis, qu'est-il arrivé à ce pauvre fakir? On a une image ou pas? Réponse A. Il a C'est bloqué quoi le fakir? l'A49. Non, attendez. Il y a un fakir en France. Enfin, déjà, c'est. Ah non, on n'a pas d'image. Pardon, excusez-moi. Il y a eu un fakir en France en 2014. Ah, Il lui est arrivé un truc. En France, d'accord. Réponse A. Oh, Il a non. bloqué la 49 en laissant tomber sa planche à clous, crevant les pneus de plusieurs voitures. Réponse B. Il a enflammé un drapeau en voulant faire une démo de cracheur de feu durant une manif. Réponse C. Il a failli s'étouffer en avalant une matraque de policier. Ou réponse D. Il a fait danser Darmanin en jouant du pungi. Donc il y en a une qui est vraie. Il y en a une qui est vraie parmi ces 4. Il faut trouver. C'est une histoire vraie. Fakir, vous avez compris le jeu de mots évidemment, très drôle. Ha ha ha. Voilà, abonnez-vous. On se poile. Bah, vas-y, fais-nous marrer, Raphaël. Non, moi je dirais la A. Tu dirais la A, toi. Ouais, je trouve ça assez probable. Une planche à clous qui tombe sur Bah oui. l'autoroute. Et en bloc la 49. Ok, d'accord. Chloé. Mais un fakir, c'est un animal, on est d'accord. Non. Oh putain. Oh là 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 On là. part de loin. François On Ruffin. part de loin. C'est pire, ouais, c'est pire. François Ruffin, c'est quoi un fakir? Vous pouvez À ne expliquer? pas confondre avec Jacques Ma vie, Sapir, hein, c'est encore autre chose. Bon, ok, j'ai confondu là. Je pense qu'il est tard et tout ça. Donc c'est bon, tu l'as? Non, non, il est pas tard, en moi, plus, c'est la B. C'est clairement la B. Il a enflammé un drapeau en voulant faire une démo de cracheur de feu durant une manif. Ok. La, Réponse la B. fameuse manif de 2014. Il y a eu quoi comme manif en C'est un 2014? fakir. Oh là là. Il y avait sûrement des manifs. Moi, je- Bah non, il y avait les élections municipales, ça emmerdait tout le monde. Oui, moi je vote B aussi, moi. Mais en même temps, franchement, est-ce qu'on aurait retenu ça? Il a enflammé un drapeau, personne n'aurait retenu ça. S'il y a une En vidéo même temps, sur personne ne se internet. souvient du fakir. Moi, En je vrai, prends la matraque, quoi. La matraque du Bah oui. policier. Ah ouais. Je prends la matraque. Il se Très fait bien. plaisir, il se fait plaisir. Donc la réponse C pour François Ruffin. Ok, très bien. Dans le chat, ça a voté comment? Laissez-moi checker rapidement. Ah non, merde, je vois pas le sondage. Attendez. Merde, mais comment ça se fait? Page de pub. Non, mais de toute façon, les gens dans le chat me le disent me disent que c'est la réponse D qui a été majoritaire dans le chat, c'est-à-dire il a fait danser Darmanin en jouant du pungi. D'accord, très bien. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ah. Bravo. Putain. Je sais Je veux pas le dire, mais c'est moi. c'est ouais, ça. ouais, bah, Bravo, Raphaël. c'est la culture générale. Hein. Et oui, c'était la 49, juste avant Grenoble, en direction de Genève, vous connaissez tous évidemment. Un fakir a perdu une planche à clous sur l'autoroute, dingue. provoquant environ 3 km de bouchons, affectant une 60aine de véhicules. J'en peux. Merci Max. Merci, Le dégât voilà. des animaux, c'est quand même dingue. Hein. On embrasse, on embrasse Max qui fait les questions du quiz à la con, évidemment. Deuxième question de ce quiz à la con. Pourquoi peut-on dire sans ironie à Henry Engelhardt « Merci patron » Merde. Réponse C'est très A. thème Ruffin ce soir. Ah bah quand même, hein. évidemment, c'est Fakir, thématisé. merci. Réponse A, collectionneur de voitures, il a offert à chaque employé une Tesla à Noël. Réponse B, il a invité toute son entreprise au dernier concert des Rolling Stones. Réponse C, il a offert 9 millions d'euros de sa fortune personnelle divisée entre ses 8000 employés. Réponse D, non, juste en fait il est sympa Henri. Et en plus il amène des donuts le matin, c'est les petits gestes qui comptent. Quelle Moi, je pense nationalité qu'on a tous un Henri dans notre entreprise. Hein, Quelle nationalité, le le patron gars Donuts. Henry Engelhardt, c'est un Britannique, donc un patron d'entreprise, vous l'aurez compris. Les patrons britanniques qui commencent par Engel, en général, c'est pas mal. Voilà. Il va falloir que petit t'expliques point, la ref, là encore une fois, parce qu'on est... Marx et Engels, non. Voilà, Ça vous Engel, dépasse, ça. il était patron, il était... Ok. ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé T'as Moi, besoin je vais d'être- dire la C, moi. Toi, tu dis réponse C, il a offert 9 millions d'euros de sa fortune Ouais. personnelle divisée entre ses 8000 employés. Parce que ça me dit Tu penses qu'un quelque patron ferait ça chose. Un Engel, ouais. D'accord. Moi, je peux. Allez, je vais la jouer thème anglais et je vais dire la réponse B. Il a invité toute son entreprise au dernier concert des Rolling Stones. Réponse B, d'accord. François Ruffin, un Moi, je patron qui parie veut être sur sympa. la C comme juge. Réponse C, mais si un patron, si on veut Mais dire en merci vrai, patron je- sincèrement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le patron? Ah bah oui. Déjà qu'il vise à transformer son entreprise en société coopérative pour la céder. Bon, il y a eu des grands patrons. Hein. Moi, dans mon coin, il y a eu Jean-Baptiste Godin. Ça y est, j'ai fait le mec sérieux, mais Non, mais c'est vrai. qui était Le milliardaire rouge, là. le Millionnaire rouge. ouais, qui a fondé un espèce de Versailles pour les ouvriers, qui a construit avec peut-être une forme de paternalisme, on peut dire, mais À une enfin, certaine époque. ouais. et qui avant sa mort, qu'il a transformé en société coopérative. Donc je pense que penser que l'entreprise survive, mais qu'elle survive
par les salariés. Merci. Moi, je Patron. pense Ouais. que c'est une Ça se vraie- trouve, il avait un D'ailleurs, fils, paraît son fils était nul à chier, il avait pas envie de lui donner, donc... Non, mais c'est possible, c'est souvent le cas en plus. Mais en plus, il paraît que ça existe C'était la souvent Gardère, aussi dans ça. le. Oui, c'est la Gardère qui aurait dû faire Tu vois, ça. la Gardère, franchement, il aurait mieux fait de le transformer en société coopérative. La coop, ouais. La coop, la Gardère, ça aurait été plus sympa. Ouais. Nono. Bon, Ok, donc réponse C. Raphaël, toi, Non, je reste sur mon patron Donuts. Moi, Toi, c'est tu bien. dis patron de notre réponse. C'est- Ça fait plaisir, là. Moi, je me suis fait plaisir aussi avec la réponse B, mais en vrai, je pense que c'est la C. Tu penses c'est la C, le chat vote majoritairement pour la réponse C, et c'est la bonne réponse, c'est bien la réponse Eh C, ouais. effectivement. Le Wow. PDG d'un groupe d'assurance automobile, l'entreprise s'appelle Admiral, tous les salariés ont touché 1200 balles. Comment s'appelle l'entreprise? Admiral, Admiral. je t'emmerde. Il a mis sa casquette d'emmerdeur, là. Ouais, non, t'as vu comment ici Voilà, ils gratter, prennent vite voilà, le, gratter. ils prennent vite le, ouais. Ok, entre 1200 balles et 5000 balles d'action. Alors c'était sous forme d'action, hein, c'était pas en cash. Mais il a Et tout redistribué s'est effondré le lendemain, non? Je sais pas, tiens, c'est une bonne question. Comment réagir les investisseurs? C'est une bonne question. Alors, troisième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces idées tordues un patron dans le Missouri a réellement eu? Réponse A. Chaque bureau est une mini-maison pour que les gens puissent télétravailler dans l'entreprise. Réponse B. Il a mis du sable dans les bureaux pour que les employés se sentent en vacances. Oh putain. Réponse C. Il va chercher ses employés chez eux avec un bus pour faire comme en colo. Non. Ou réponse D, il a des réflexions racistes à chaque repas parce que cette entreprise est une vraie famille. L'une de ces propositions est vraie. Si vous connaissez la réponse, vous la hurlez pas, mais l'une de ces réponses est T'inquiète, vraie. c'est Un patron bien. du Missouri a réellement eu cette idée et l'a mis en œuvre. Laquelle? Moi, j'ai la réponse. Ah bah, tu Voilà, la donc donnes, je je la la donne garde pas. pour... Mais pourquoi t'as la réponse Parce que je sais des trucs. Qui a la réponse à ce truc? Ah ouais, là, ça va chercher T'as une loin. idée, toi? Tu ferais quoi dans ta boîte Non, mais sincèrement, après le baby-foot, le sable, évidemment, Ouais, moi je pense que c'est vote B. pour le sable aussi. Le sable? Ouais. Il y a déjà eu des trucs tordus comme ça que vous avez vu dans votre carrière, de patrons qui essaient d'être sympas et qui tombent complètement à côté? Parce qu'on se fout de la gueule du baby-foot dans les startups, histoire de faire cool. J'ai vu un film là sur le fondateur de Jiffy. Ouais. Vous l'avez pas vu, mais ce qui est assez drôle, où le patron il invite les gens au sport d'hiver et donc à la fois ils sont un peu condamnés à aller au sport d'hiver, mais ils sont contraints d'assister à un patron qui se prend pour un artiste et avec des tas de scènes absolument catastrophiques. Donc je sais pas, le film il est terminé. Je sais, il faut une espèce d'imprimature pour que le patron et ses avocats ils acceptent de lâcher le film, mais c'est mon ami patron et on va sur son yacht avec lui et tout ça, et donc c'est un film qui est assez intéressant. Merde, j'espère qu'il sortira. J'espère Ouais. qu'on pourra le voir. D'accord. Ok. Donc le sable. Toi, tu dis Raphaël le sable. François Ruffin. Pareil. Ouais, le sable aussi. La réponse B. Ouais, moi aussi, je dis ça, ouais. Chloé, tu dis réponse B. Le Usul. Réponse A. Toi, tu dis réponse A. Le chat vote réponse B majoritairement et Mais t'as Usul a la bonne réponse. C'est bien la réponse A. Putain. Effectivement. Mais il y a combien d'employés dans son entreprise? On a une image que- d'ailleurs à vous montrer. On a une image. à Ouais, vous j'ai vu les montrer. photos. Donc voilà, c'est un patron dans le Missouri qui dit s'être adapté après la pandémie et il a vu que les gens en majeure partie Il voulait préféraient rester travailler chez eux. Il est chez eux. auto-entrepreneur, en fait, le mec. Du coup, il a Enfin, créé il a des réinventé petites Family maisons. Mystère, hein, c'est ce que vous C'est dites pas une tout à l'heure. blague, il a vraiment créé des petites maisons au travail. Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde par contre? Et donc les gens peuvent travailler à domicile depuis l'entreprise avec des petites maisons. C'est bien, hein. Voilà, c'est beau un monde qui... Le tout dans un grand hangar glauque. Ouais, Ils extraordinaire. ont leur petite maison d'enfants, là. Télétravail, puisqu'on est en pleine mobilisation sociale, qui est un facteur de mobilisation dans la rue. C'est une thèse très Ça originale. a déjà été dit sur le plateau de l'excellente émission Backseat la semaine dernière. Ah Abonnez-vous. Oui, je te jure. Faut regarder, Il hein. fallait regarder. Moi, je regarde même quand je suis pas là, hein. Bah ouais. Ça, mais on ça l'a dit, évite ouais. de redire des trucs. Quatrième question de ce quiz à la con. Combien coûte le gilet jaune créé par Balenciaga? Réponse A. Non. Deux le voir SMIC et demi. Non. Voir ou pas? Je te jure. Mais qui a fait ça? Mais c'est pas possible. Balenciaga a créé un gilet jaune. Est-ce qu'il coûte 2 SMIC et demi? Est-ce qu'il coûte 100 plein d'essence? Est-ce qu'il coûte 2300 merguez? Ou est-ce qu'il coûte 4 ronds-points? Putain, un rond-point, ça coûte cher. Hein. Oui, en plus. C'est pas une blague. Il y a vraiment un gilet jaune fait par Balenciaga. Ah, je vais faire vite. Non. Eh, tu regardes pas sur Internet. T'es sérieuse, toi? Non, j'allais Ah, tu voulais faire le calcul, là? J'allais faire un petit calcul. Je pense. Voilà. On a l'image. Ouais, vous le voyez. Voilà. C'est effectivement un gilet jaune sorti par Balenciaga. Allez, ouais. C'est quoi? C'est combien un plein d'essence? C'est pas un gilet 100 jaune, euros. c'est un manteau jaune en vrai. 100 euros un plein d'essence? C'est jaune, c'est moche et ça va avec rien, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. La pub Ouais, de Lagerfeld. ouais, tu fais 50 ou 60 litres à presque 2 euros le litre, t'es pas loin des 100 balles, ouais. Ouais. Ça doit être chiant, hein, d'avoir une voiture et tout, là. Oh, Franchement, le je citadin. comprends. Hein. Je comprends qu'ils soient fâchés, Bon, les gens. qui commence là? Qui commence?
Qui commence? Parce que Je sais moi, je pas. ne sens pas là. Vous l'aviez vu franchement. passer, François Ruffin, le gilet jaune créé par Balenciaga? Pas du tout, Vous l'avez non. pas vu? Parce qu'on en avait beaucoup parlé à une certaine époque où la fast fashion avait repris les symboles marxistes. Il y avait la faucille et le marteau Ouais, qu'on ouais. pouvait acheter chez Dior, je crois, avait fait un truc comme ça avec Che Guevara, etc. Bah, ça continue, du coup, à chaque mouvement social, ils nous inventent des trucs. Donc voilà. Évidemment, ça coûte très cher. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Sans plein d'essence. 10 Ouais, 000 moi euros. aussi. Non, c'est trop, franchement. C'est trop. Si, si, le truc, mais attends, ils te Non. mettent Je à sais pas 6 ce que 000. c'est Balenciaga Mais vous avez vu exactement. comme c'est si moche, du le truc. luxe de Pas un luxe ou truc, c'est. Je crois que c'est luxe, mais j'y connais rien. Du C'est ce que 2000. porte Jean Massier ce soir. Ah, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. Non, bah, sérieux, c'est quoi Balenciaga? C'est du luxe, luxe, luxe. Ah, c'est du luxe, luxe, luxe. Ah oui, Ah oui, bah oui. alors, 10 000, sans C'est parler. c'est des sacs à 5-6 000 euros, 10 000, enfin, j'en sais rien. Mais C'est une énorme parka, ça, c'est énorme. Hein. c'est énorme, mais Donc, c'est moche en même temps, tu vois. Mais c'est pas le critère. Hein. C'est pas le sujet. C'est pas, c'est quand même un peu. C'est pas le critère pour eux. Hein. Donc, sans plein d'essence pour François Ruffin, Je trouve 10 ça 000 beau. balles, ouais. Mm. T'en penses quoi, toi? Moi, entre A et C, en fait, je sais pas quelle est la différence. Enfin, je pense que 2300 merguez, c'est assez proche que de SMIC et demi, non Spontanément. Non, c'est un Ça peu dépend moins. quel c'est un- merguez. c'est un Ça peu- dépend si tu l'achètes tarif CGT Manif ou si tu l'achètes dans un centre-ville. Moi, je dirais 2300 merguez. Ok, 2300 merguez, réponse C pour Raphaël. Bon, bah, moi, je vais dire 2 SMIC et demi. Toi, tu dis 2 SMIC et demi. Ça fait combien de SMIC et demi? Bah, ça fait. Tu regardes François Net, Ruffin. en brut. Ah non, mais ça fait 2500, 2600. Et je précise que François Ruffin, c'est toujours le cas, vous vous payez au SMIC? Ouais, ouais. Ouais, vous touchez votre indemnité parlementaire et vous ne vous versez que le SMIC. Voilà. Et le reste va dans des Il a l'argent des films et tout, quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, des Ouais, bouquins et tout. puis je nie pas avoir un trésor de guerre né de merci patron. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Usul, Sans plein d'essence aussi. toi tu dis sans plein d'essence aussi. Le chat, il a voté comment? Le chat, il a voté. Ah, ça c'est quand même pas mal. De la divisé dans merguez le chat, de hein. qualité, de la merguez Roussel. Ils ont répondu. Ça coûte plus cher. C'est 3 euros la merguez. C'est 3 euros la merguez. Réponse C pour le chat, c'était pas loin avec la réponse A. Et bien la bonne réponse, c'était la réponse A. Ah, merde. C'est bien 2 SMIC et demi. Bravo Chloé. Vraiment, c'est Bravo, pas cher, Chloé. quoi. Franchement, non, c'est ma Ouais, ouais, seule victoire de la soirée. le gilet jaune pas cher pour Balenciaga, 2990 euros. Moi, j'aurais payé plus, moi, pour ça. C'est quand même le Avec summum. les économies que je fais en essence, j'en profite. On est dans le, Et dans en le summum, merguez. on est dans le summum du mépris social quand même pour. Mais ouais, sans plein d'essence, ça correspond à 7300 balles. Alors je sais pas sur la base de quel plein d'essence est-ce que Max a fait ses calculs. Moi, mais je disais, voilà. je fais mon plein à 100 euros. Hein. Ouais. Mais ça ressemble au manteau que revêtent les personnels sur les autoroutes, ça. En plus, tu peux sortir de ta bagnole sur l'autoroute et changer ton pneu en toute sécurité, c'est bien. Ouais. Incroyable. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Que n'a pas fait Yves Rocard, le père de Michel Rocard, durant sa vie? Le père de Michel Rocard, d'accord. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Réponse A, il a créé la première bombe atomique française. Réponse B, il a gagné le prix Nobel de physique. Réponse C, il a empêché l'invasion de Goebbels en Angleterre. Réponse D, il a participé aux recherches sur les ovnis avec l'US Air Force. Donc, il a fait 3 choix. Alors, il Ouais. était physicien. Parmi Je crois. ces physicien. 4 propositions, il y en a 3 qui sont vraies, que Michel Rocard, comment il s'appelle, pardon, Yves Rocard, le père de Michel Rocard. Évidemment, la blague, c'est sur la social-démocratie. Michel Rocard, le grand social-démocrate Ah, français. ah oui, ouais. Ouais, c'est des refs un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Il était physicien, oui, c'est vrai. Il était Est-ce qu'il physicien. a gagné le De prix la- Ah, Nobel s'il était Nobel. jardinier, oui, c'est difficile. Je pense qu'il était physicien. Bah, il a- Ruffin, qu'est-ce qu'on pense de l'héritage de Michel Oh là là. Rocard? Bah, il y a des moments où je crains d'avoir la diction de Michel Rocard, tu vois, où on comprend pas. Je pars un peu dans toutes les directions et on se demande où est-ce que je vais arriver. Donc, C'est si vrai j'ai qu'il y a un un peu héritage une diction. rocardien, il est pas dans la pensée, mais dans un mode de pensée qui se cherche en avançant dans une espèce de brume. Et je vois Michel Rocard au guignol de l'info parce que voilà, il y a Mais- pas de temps derrière. Et je me dis, mais surtout pas. Et j'ai que 47 ans, c'est ça l'inquiétant. Il était comme ça, Michel Rocard. Je ne sais pas si vous avez entendu l'excellente émission de Thomas Legrand sur France Inter qui s'appelle Enquête de politique, dans laquelle il s'interroge sur des mots importants dans la vie politique. Il a fait une émission entière sur la social-démocratie avec des historiens pour s'interroger sur ce mouvement. Et à la toute fin, Il y a François Hollande. il interviewe un social-démocrate, paraît-il, qui s'appelle François Hollande, et il interroge sur la une de l'Obs. Et François Hollande dit une phrase du genre bah, c'est très bien si François Ruffin se convertit à la social-démocratie. Et je crois que ça serait bien que François Hollande se convertisse à la social-démocratie. Bravo. C'est la réponse de François Ruffin, c'est envoyé. Très bien. Et ben on aura, j'espère, François Hollande sur ce plateau qui viendra nous dire ce qu'il en pense. Vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'il a pas fait? Qu'est-ce qu'il a pas fait selon vous? Moi, je pense là, je comprends pas en fait. L'invasion de Goebbels Ouais, en moi non Angleterre. plus. Là, j'ai un gros doute Goebbels, parce que c'est le ministre Goebbels- de la propagande nazie. Il a rien envahi du tout, lui. Donc, moi, je dirais C. Hum, Vous voyez? D'accord.
L'invasion nazie en Angleterre, j'aurais peut-être dit. Ouais, mais là, Goebbels, je comprends pas. Ouais. Oui, c'est l'invasion de Goebbels. C'est Ouais. l'invasion de Goebbels lui-même, de la Ah, la personne de- diffusion, peut-être. Est-ce de que je peux Goebbels, leur raconter une longue histoire sur l'invasion, la tentative d'invasion de l'Angleterre par les Allemands et comment elle a été contrée ou pas? Alors, juste après la réponse, Sérieux, avec quoi. grand plaisir. Juste après la réponse. Mais ouais, avec grand plaisir. Du coup, vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis à... Vas-y, à toi, Usul. Je suis pas prête. Ok, ça pédale. Non, c'est. Ouais. Raphaël, c'est toi, tu aussi. dis réponse C. François Ruffin dit réponse C aussi. Réponse A, moi. Réponse A, il n'a pas créé la première bombe atomique, mais il a bien eu le prix Nobel. Moi, je pense que c'est pas son style. Eh ben, tu sais quoi, moi, je vais aussi dire la réponse A. D'accord, le chat a répondu réponse C lui aussi à majorité. Ok, eh bien la bonne réponse, chers amis, c'était la réponse B. Ah mince. Il n'a pas eu le prix Ouais, Nobel, Ah, mais les 3 autres sont vrais. mais Goebbels, Incroyable. on comprend Il pas était, trop, ouais. il était le responsable scientifique des programmes qui ont conduit à la mise au point de la première bombe atomique française en 1954. C'était bien Yves Rocard. Il a été nommé par le général de Gaulle directeur de recherche des forces navales françaises libres. Et grâce à ses inspections des installations allemandes et de radiophares sur les côtes britanniques, Ouais. il a réussi à faire échouer les plans de Goebbels en Excellent. Angleterre, qui travaillait visiblement sur un truc en lien avec les Incroyable. radiophares. En 66, il a rejoint le célèbre projet Blue Book, lancé par l'US Air Force pour étudier le phénomène des ovnis. Quelle vie. Voilà, et ce n'est qu'une infime partie de sa vie absolument incroyable. N'hésitez pas à checker sa page Wikipédia, c'est incroyable. C'est quoi cette histoire alors, François Ruffin? Non, mais c'est parce que j'ai lu une biographie de Churchill et il y a un truc qui m'a épaté. Enfin, d'abord, c'est une vie épatante. hein. Incroyable. Et même Churchill. dans la liberté qu'il peut avoir, avec plein de défauts, c'est évidemment un homme de droite et tout ça, mais enfin, avec la liberté qu'il peut avoir d'aller sur un banc à l'autre, franchement, il faut lire une biographie de Churchill, y compris pendant la Première Guerre mondiale. C'est dingue, quoi. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la bataille d'Angleterre, donc à un moment où les nazis, enfin les Allemands, ils pilonnent par les Tous les airs. Allemands ne sont pas nazis, monsieur Ruffin. Mais ils pilonnent pas au hasard. Ils pilonnent les ports, ils pilonnent les terrains d'aviation, ils pilonnent les usines, ils pilonnent de manière très ciblée les Allemands. Et à un moment, ils dévient, ils pilonnent, je sais pas, un bout de Londres ou une ville. Et là, Churchill se met en colère. Apparemment, c'était une erreur des Allemands, mais il se met en colère et il décide, si ça se passe comme ça, d'aller pilonner Berlin. Mais lui, il n'a pas les avions pour ça. Ouais. Il y a 10 avions qui partent, il y en a un qui arrive à toucher Berlin. Et donc, c'est une catastrophe militaire, complètement déconseillée par tous les chefs militaires qui l'entourent. Mais il continue dans son espèce de délire de vouloir aller pilonner Berlin alors que ça n'a aucun sens. Mais résultat, qu'est-ce qui se passe? Ça met en colère Hitler, qui se dit, bon, bah, si c'est comme ça, moi, pour de vrai, je vais lui pilonner ses villes et pas ses installations. Et il se met à pilonner complètement les villes anglaises. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Anglais, l'armée anglaise, parvient à reconstruire ses installations, ses usines, ses ports, c'est tout ça. Parce Et- que les bombardiers arrêtent de les viser. Parce qu'ils arrêtent de cibler les points les plus essentiels. Et donc, finalement, il y a une espèce de double erreur psychologique qui se met en place et qui permet, enfin, en tout cas, c'est raconté comme ça dans la biographie de Churchill, qui permet d'aller regagner la bataille d'Angleterre parce qu'ils arrivent à reconstituer leurs forces, parce que Hitler opère une faute stratégique en tombant dans un piège qui n'était même pas franchement tendu par Churchill. Du moins, c'est raconté de cette manière-là. Mais, Incroyable. ouais, j'ai trouvé que c'était un point assez épatant. Et bah, De toute façon, ça il y a peut- des grandes choses qui arrivent par les erreurs, quand même. Par exemple, les cornflakes, tu vois. Ça, je l'ai passé là par Je contre. sais pas, La c'est du tarte maïs tatin, qui a été laissé au four, et puis finalement, c'est devenu des cornflakes, tu vois. Donc, C'est il génial, il ça. faut Ouais. laisser la Ouais. part de, La tarte tatin aussi. La de tarte tatin, coïncidence, de choses comme ça. Emmanuel Macron, c'était une erreur ou pas? Mais alors, je pense que c'est très programmé comme erreur. Merci beaucoup, François Ruffin, c'était l'invité politique cette semaine. Merci à vous. On va vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup.